Donc, nous allons poursuivre notre après-midi par une troisième intervention. Marie-Hélène Doublé, vous travaillez donc à un Centre international de bilan de compétences et vous allez donc nous parler des défis et des missions locales rurales qui consistent à orienter sans l'emploi et développer le pouvoir d'action, le pouvoir d'agir, donc le pouvoir d'action, donc c'est le terme que vous avez utilisé. Le pouvoir d'agir fait référence à d'autres travaux, mais peut-être à un moment donné, il y aurait à trouver des points de recoupement entre ces autres travaux, je pourrais en parler tout à l'heure, et puis votre propre exposé. Donc je pense que la technique est prête, donc désormais je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, je viens des Pyrénées-Atlantiques et plus précisément, c'est là où se situe mon CIBC, mais je travaille sur une mission locale actuellement qui a la particularité d'être sur un territoire frappé par la crise. Bon, ça, c'est pas très original, mais qui s'est retrouvé devant pratiquement une telle pénurie d'emplois que une offre d'emploi tombe dans la mission locale et c'est 12 conseillers qui cherche à mettre un jeune de son panel sur cette offre d'emploi. Dans cette mission locale, ça fait plus de 2 ans maintenant que je travaille sur les pratiques avec cette mission locale, il y avait une sorte d'opposition des pratiques entre ces deux pratiques qu'on repère assez souvent dans l'accompagnement, une pratique expertise qui était beaucoup sur le placement, sur l'adéquation profil-poste et qui visait comme résultat attendu le taux de retour à l'emploi. Et puis une pratique qui était plus dans l'accompagnement du jeune, dans avancer pas à pas, dans être dans l'écoute de ce jeune et de la façon dont il voyait sa situation. Et on s'est retrouvé très rapidement devant une difficulté qui est sans l'emploi, qu'est-ce que je fais avec ce jeune-là ? Nous sommes rentrés grâce au Conseil général de Gironde, mais aussi un financement FSE, et puis la participation d'Aquitaine Cap Métiers sur une recherche qui dure 2 ans, qui va durer 2 ans, qui en est à peu près à sa moitié. C'est une recherche-action où on est parti d'abord pendant 1 an sur un travail des pratiques, c'est-à-dire comment identifier une démarche qui nous permettrait d'accompagner les jeunes quand il n'y a pas d'emploi. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps où ce qu'ils demandent majoritairement, parce que les jeunes des missions locales viennent avec quasiment cette demande unique, travailler rapidement, comment travailler avec eux, les préparer à cet avenir professionnel. Donc c'est une recherche-action parce que 1 an de travail sur les pratiques, de définition de cette démarche, 2 ans ensuite d'expérimentation avec des allers-retours permanents entre la recherche et l'équipe de conseillers, mais aussi les jeunes. L'implication des conseillers à 2 niveaux. D'abord, ils m'ont donné à voir leur pratique, puisque je travaille à partir d'enregistrements réels d'entretiens, et nous avons aujourd'hui 130 entretiens avec 130 jeunes sur le terrain. Et puis, ils sont auteurs également, puisqu'ils participent à la définition, à la construction d'abord du processus de recherche, mais aussi à l'interprétation des données. Et puis une implication des jeunes, puisqu'il y a une 3e partie dans cette recherche qui n'a pas débuté, qui consiste à aller rechercher le point de vue du jeune sur le service rendu et à lui faire et à repérer dans son discours les effets de l'accompagnement, toujours à partir de ces enregistrements. Alors pour vous présenter plus la démarche, je dirais que le contexte économique de crise nous a amené plusieurs choses. En tout cas, en Aquitaine, dans toutes les missions locales, on repère entre 10 et 25% de demandes d'accompagnement supplémentaires, ce qui a donné un travail énorme avec des dizaines d'entretiens par jour. Donc on réduit les temps d'entretien pour pouvoir répondre à toutes les demandes, une saturation des plannings. On a vu apparaître aussi des situations de plus en plus complexes, urgentes. Il n'est pas rare d'avoir un vendredi soir une jeune fille avec bébé qui ne sait pas où dormir le soir même. Ce type d'urgence-là,
y compris dans d'autres missions locales. C'était pas une spécificité, le Libourne. Et puis, encore plus qu'auparavant, un manque d'offres d'emploi avec le territoire de Libourne particulièrement touché par cet aspect-là. Donc, notre idée a été de développer ce temps sans perspective comme un temps de construction personnelle, ce que j'ai pu entendre aussi ce matin, c'est-à-dire développer plusieurs types. Alors, je ne sais pas s'il faut dire compétences ou s'il faut dire savoir-faire. En tout cas, développer chez la personne une capacité à comprendre l'environnement qui l'entoure et à repérer dans cet environnement ce qui pouvait bouger, ce qui peut bouger pour produire de l'effet dans son parcours. Ce qui nous a amené à travailler sur des postures, puisque les professionnels là sont un petit peu dans un entre-deux dans les missions locales, entre cette posture d'apporter des réponses aux jeunes. Ils demandent quelque chose, je vais chercher la réponse qui convient. Mais quand on veut travailler sur mieux comprendre l'environnement, savoir saisir des opportunités, faire face à des difficultés rencontrées, cette posture-là d'apporter des réponses ne correspond plus et il faut amener la personne à travailler sur ces possibles. Alors, nous avons défini une démarche à partir de 2 grandes données. Non, on revient un petit peu. Tout d'abord, nous avons travaillé sur la place de l'individu dans la relation de conseil. On est parti de l'idée que on devait passer d'une pratique orale à une pratique écrite, c'est-à-dire que aider la personne à mieux comprendre l'environnement, c'était avant tout partir de ses représentations. Notre objet de travail devient pour le coup, quelle est sa vision de son environnement, de sa relation à l'autre et de sa place dans cet environnement. Et l'objet des conseillers, des accompagnateurs sont alors de permettre aux jeunes de pouvoir exprimer cette vision-là, ces points de vue-là, qui peuvent avoir un caractère tout à fait stéréotypé, tout à fait inexact, mais c'est bien ça l'objet de notre travail. Notre premier axe a été pour rester sur sa vision et pas différer et pas faire la confusion avec notre propre vision en tant que conseiller, eh bien, il est intéressant et important de prendre au mot près ce qu'il dit et de lui faire expliciter les mots importants qu'il utilise. S'il dit par exemple « j'ai besoin d'autonomie », il est important de faire préciser le mot « autonomie ». Ma définition de l'autonomie ne va pas correspondre à la sienne. L'écrit a été pour nous une façon d'introduire à la fois un respect de la parole, mais aussi quelque chose de l'ordre de l'efficacité, puisque ça allait être l'objet de médiation entre le jeune et nous-mêmes. Ça a consisté aussi à limiter toutes les interprétations qu'on peut faire quand quelque chose est dit, et en pensant que l'objet de notre action était plus sur expliciter ce qui est dit que d'interpréter ce qui est dit. Et le deuxième axe sur lequel on a essayé de travailler, c'était considérer que nous sommes dans une société où la place de l'imprévu est extrêmement importante, où finalement on est sûr d'une seule chose, c'est que rien ne se passera comme prévu, et que la difficulté sur le parcours n'est pas quelque chose qui arrive parce que j'ai pas de chance, mais c'est la règle, c'est une évidence. Donc comment construire quelque chose qui permettrait, un accompagnement qui permettrait de lui faire imaginer cet imprévu comme quelque chose, certes, de déstabilisant, mais sur lequel il peut rebondir et faire face. Donc on a intégré la dimension aléatoire de l'avenir, c'est-à-dire on a utilisé plusieurs choses, confrontation de point de vue, mais aussi faire imaginer systématiquement et si ça se passe pas comme ça, qu'est-ce que vous pourriez rencontrer de problématiques dans le parcours que vous imaginez. Si vous n'obtenez pas le financement, vous faites quoi? Bref, on est passé d'une pratique qui explique à une pratique qui questionne pour permettre à la personne de se mettre dans cette situation, d'être confrontée en permanence à des imprévus. Et puis j'allais dire obsession, mais c'est presque ça, notre obsession a été de définir le plus petit pas d'après, d'être sur cette idée que, proche des approches systémiques, qu'on devait amener peut-être ces jeunes-là, non seulement à comprendre le monde, mais à identifier dans ce qui lui convient pas, peut-être la plus petite chose qui pouvait modifier et qui pourrait avoir un impact
sur l'ensemble de sa situation. Donc ça a été notre façon de définir le pouvoir d'action, non seulement confronter plusieurs points de vue, mais aussi se focaliser plutôt sur si vous deviez changer quelque chose, ça serait quoi et comment vous pourriez vous y prendre. Et enfin, on a instauré dans tous les entretiens une clôture d'entretien qui permettait de donner un suivi dans l'accompagnement de ces jeunes. Cette clôture d'entretien consiste à lui demander ce qui a été important et utile dans cet entretien en 2 questions et de pouvoir reprendre ces réponses d'une fois sur l'autre. Une dernière chose quand même, on a travaillé sur la trace du travail, c'est-à-dire sur l'idée qu'on devait laisser aux jeunes une trace de l'entretien et du travail fait dans l'entretien. Donc on a structuré les entretiens autour d'objectifs d'entretien, mais également autour du fait qu'il fallait donner un support lisible et utilisable par le jeune. Alors je vous donne un exemple d'entretien, justement, issu de ce travail sur les pratiques. Il s'agit d'une jeune fille handicapée mentale qui vient avec sa mère en entretien. Le conseiller reçoit plutôt la mère qui parle d'une éventualité d'inscrire sa fille dans un ESAT, les CAT, et elle ne souhaite pas inscrire sa fille, en fait. Elle refuse cette éventualité. Le conseiller va proposer de revoir la jeune seule et d'essayer d'éclairer son point de vue à cette jeune. Et il lui demande, je vous propose de voir comment ce serait bien de travailler dans le centre et comment ça serait difficile. Et en fait, il va noter au mot près ses réponses. Donc vous avez dans ce serait bien parce que ce que répond la jeune et ce serait pas bien parce que ce que répond la jeune. Et puis il lui demande en clôture, est-ce que c'est plus clair pour vous? Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire? La jeune répond non, je sais pas. En fait, le conseiller imagine là qu'il a raté son entretien. Mais la mère revient avec le papier, c'est-à-dire ce document qui est écrit à la main, remis à la jeune, et revient avec l'idée que sa fille veut rentrer en ESAT et qu'elle va demander donc un dossier pour sa fille. Voilà, ça c'est une illustration du travail, de la démarche que nous avons essayé de mettre en place dans cette mission locale, c'est-à-dire une démarche de recentrer l'expertise du conseiller sur les outils de questionnement, sur la fonction questionnement-explicitation et non pas sur le contenu ni les voies à prendre. Et recentrer l'expertise de la personne sur les réponses qu'elle peut apporter, le plus petit pas qu'elle peut définir, les orientations qu'elle prend. Ce qui fait que dans pratiquement tous les supports d'entretien, tout ce qui est de l'ordre des questions appartiennent au conseiller. Mettre sous forme de cadre, c'est-à-dire 2 colonnes, représente les réponses de la jeune, et tout ce qui est à l'intérieur, c'est bien le contenu au mot près. Et je crois que ce qui a été efficace dans cet entretien, c'est que une mère a reconnu les mots de sa fille, a reconnu le point de vue de sa fille, et que je trouve que voilà, on est sur accompagner quelqu'un à prendre une décision, mais on est là encore sur quelque chose qui est peut-être plus difficile à faire, c'est faire valoir la parole d'une jeune fille handicapée. Alors, la méthodologie de recherche, après ce travail-là, on est rentré dans une recherche, donc c'est la recherche de 2 ans. Je vais peut-être vous passer rapidement là-dessus, c'est pas le plus important, sauf quand même que c'est un logiciel d'analyse de discours que j'ai utilisé, donc j'ai eu 3 étapes. Une première étape où j'ai demandé aux conseillers de me raconter un accompagnement qui les avait satisfaits. J'ai enregistré cet entretien, c'est 12 conseillers. Une deuxième étape, et ça correspond au dire sur sa pratique, ce que je pense faire. Une deuxième étape où j'ai enregistré des entretiens réels, en situation réelle de conseil, avec toujours ces 12 conseillers à qui j'ai demandé de 13 jeunes à peu près. Enfin, on a 150 jeunes en tout dans cette action. Et une troisième étape où je vais rencontrer ces 150 jeunes, enfin non, il devrait y avoir une déperdition certainement, mais les jeunes qui seront toujours dans le dispositif ou juste partis, 12 mois après les accompagnements pour regarder les effets. Voilà. Et ce qui est important peut-être, c'est de considérer que le logiciel de traitement de discours donne une approche où ce qu'on va percevoir à travers ces discours, cette comptabilité des mots dans le discours, on va pouvoir percevoir des postures dans l'accompagnement.
J'ai quatre objectifs. Les deux premiers sont donc de repérer des pratiques et les effets de cette pratique, de repérer de quoi est fait une pratique en termes de posture, en termes d'actes professionnels et de type de relations instaurées. Et les deux derniers sont plus sur la question du RSA, puisque c'était la question qui interrogeait le Conseil général. Et là, il s'agit de voir si une pratique centrée sur l'individu, avec la démarche telle que nous l'avons initiée, a un impact positif, repérable dans le discours des jeunes, mais aussi repérable en termes de résultats mesurables. Alors, voici les résultats sur cette première partie, c'est-à-dire les conseillers qui me disent ce qu'ils pensent faire dans un accompagnement qui les a intéressés. Ce que dit le logiciel, qui ne fait que compter les mots et qui donne, suite à ce comptage, des catégories de discours. Ces catégories de discours portent sur plusieurs choses. D'abord sur les mots sémantiques. Ces mots sémantiques vont nous donner une petite idée des actes professionnels ou ici du regard qui porte sur le métier, puisque dans mon entretien avec ces conseillers, il y avait deux parties. Une première partie où je leur demandais de me parler du métier et une deuxième partie où je leur demandais de me raconter une monographie qui les avait intéressés. Donc quand on ne regarde que la partie métier, ce qu'indique le logiciel, c'est 4 catégories de discours que j'ai nommées. Là, par contre, il y a un travail d'interprétation au regard des mots les plus souvent reconnus par cette catégorie de discours. J'ai nommé la première catégorie, c'est une centration sur les valeurs du métier. Là, on a les conseillers les plus anciens qui ont suivi toute l'histoire des missions locales et qui sont sur la commande sociale et le contexte économique, social et politique. Ils sont dans une sorte de militantisme en comparant toujours le avant, le après, le avant et le maintenant, et en ayant une vision plutôt pessimiste et négative des missions locales aujourd'hui. Deuxième catégorie de discours, c'est la centration sur l'accompagnement de l'individu. On a là plutôt, alors dans mon échantillon, je dois préciser ça à chaque fois, on a là plutôt des conseillers qui viennent de formations de sociologie, psychologie sociale, qui ont une approche, qui sont dans de l'accompagnement pas à pas, qui sont intéressés par l'acte professionnel, le moment, l'écoute des situations, ils sont dans l'analyse de situations et ils sont dans la recherche du moment qui fait sens. Donc ils sont aussi dans le questionnement et quand on regarde leur discours, les situations réelles d'entretien, on voit que c'est la question qui est le plus souvent utilisée. Ils sont dans la recherche de compréhension. Le troisième catégorie de discours, c'est la centration sur les moyens, les dispositifs et les partenariats. Là, on a une approche globale de l'individu avec une mise en relation de difficultés et de dispositifs ou de partenaires. Et enfin, une centration sur les résultats d'insertion, où là, on a des pratiques d'experts centrées sur l'insertion, l'emploi, le recrutement. Mais parce que aussi, dans cette mission locale, il y a des médiateurs emploi dont c'est le travail que de travailler que l'emploi. Le deuxième tableau vous montre là plus les monographies. Quand ils racontent un accompagnement qui les a intéressés, le logiciel propose là 5 catégories de discours que j'ai appelées pour le coup des pratiques, parce qu'ils parlent beaucoup de pratiques, ils racontent, et je leur fais préciser, je mène avec eux en fait quelque chose de l'ordre de l'entretien d'explicitation. Quand ils utilisent les mots, je leur fais expliciter les mots, et j'essaye d'être sur l'acte plus précisément. Alors, on a des pratiques centrées sur l'individu. Pratiques centrées sur l'individu, on retrouve la temporalité, le moment, produire la prise de conscience, de la réflexion. On retrouve là la pratique qu'on a essayé d'initier pendant la formation. Les pratiques partenariales d'ingénierie de dispositifs, on a là une pratique très ancienne dans toute forme d'accompagnement qui consiste à apporter des solutions aux demandes qui sont énoncées. Et on est plus là sur de la mise en relation avec des partenaires ou avec des dispositifs. Les pratiques centrées sur les solutions, mais en période de crise, là il s'agit de professionnels qui sont plutôt débutants dans le travail de mission locale et qui sont très impressionnés et qui ont raconté une monographie concernant des situations les plus complexes et les plus en état d'urgence.
Donc il s'agit là d'actes fondamentaux de la vie quotidienne, c'est-à-dire héberger, aider, manger, urgence, violence, etc. Donc on a là une pratique qui est peut-être un petit peu particulière, qui est plus liée à la monographie que liée à une pratique véritablement représentative du métier. Ensuite, on a les pratiques centrées sur les résultats qui vont se distinguer en deux. Soit les pratiques d'orientation, où là on travaille avant l'insertion sur le choix professionnel et sur tous les dispositifs liés à l'orientation et la connaissance des métiers et des secteurs. Soit des pratiques de placement, où là on retrouve tous les mots liés au recrutement. Alors ce qui va être intéressant dans ce logiciel, c'est qu'au-delà des mots sémantiques, il regarde les mots non sémantiques. Or ces mots non sémantiques, mots-outils, sont aussi caractérisés par les approches linguistiques comme les mots de l'énonciation. C'est toute la partie énonciative de la linguistique. Ça consiste à dire, et je vais vous illustrer ça d'un exemple, qu'en dehors du contenu de ce qui est dit, le contenant est tout aussi important. Je vous cite un exemple, c'est cette conseillère qui dit « Je ne suis pas là pour juger ton expérience, je ne suis pas là pour porter un jugement sur quoi que ce soit de ce que tu me diras. » Elle pose là un cadre. Et puis, 5 minutes après, elle va dire quelque chose comme, enfin très exactement, elle va dire « Ah, finalement, votre expérience est intéressante. » En un seul mot, et c'est ces fameux petits mots outils, elle vient de rompre le contrat qu'elle a posé en début d'entretien et elle vient de placer l'autre à une place, d'être évalué, une place plus basse et de recevoir un jugement sur lui-même. Et ce qui m'a intéressé, c'est de regarder quelle pouvait être la contradiction entre ces cadres annoncés, ces postures annoncées, et puis ces mots qui sont très révélateurs de la posture réellement tenue. Alors, dans les postures centrées sur l'individu, on voit que ces mots représentent en fait non seulement un discours qui parfois analyse aussi, mais toujours avec des nuances. Les marqueurs de nuances sont extrêmement nombreux. C'est-à-dire, il me semble, je crois, je pense, des peut-être un peu partout. C'est-à-dire que les conseillers peuvent faire une analyse de quelque chose, y compris de la vie du jeune, mais toujours sous forme de nuances qui laissent ouvert la possibilité de penser autre chose. On voit des marqueurs autour de la personne, il, eux, et je, moi, qui sont toujours organisés autour de ce qu'apporte la personne et cette co-construction qui se passe entre le conseiller et le jeune. Je vous donne là, évidemment, les principaux résultats au regard du temps qui m'est imparti. Sur les pratiques partenariats, on voit beaucoup une posture qui argumente. Une posture qui argumente, c'est une posture qui essaye de convaincre du bien fondé du dispositif qui est proposé, qui essaye de convaincre du lien entre les problèmes, les partenaires et les dispositifs qui correspondent à ces problèmes. On est typiquement là sur une pratique qui consiste à apporter la solution à l'autre. Les pratiques centrées sur les solutions en période de crise, on voit beaucoup de verbes modaux, falloir, pouvoir, qui sont organisés autour de... Il y a une grande différence entre ce qu'il faudrait et ce qu'on peut réellement faire. Alors, ces résultats, j'ai eu un entretien avec chaque conseiller pour avoir un éclairage supplémentaire. Ces conseillers-là, ceux qui sont représentatifs de cette classe, disent assez facilement qu'ils ont un sentiment d'impuissance et de fatalisme sur ces histoires de vie trop compliquées, trop difficiles. Et en fait, ils ont une considération de l'individu comme étant des personnes qui ne peuvent pas sortir de la situation dans laquelle ils sont. Conception d'un monde injuste qui exclut les plus faibles, et les plus faibles n'ont pas ce pouvoir d'avancer de là où ils partent. Ils n'ont pas une vision humanisme de l'individu. Et puis on a tout un tas de marqueurs qui sont des marqueurs d'incertitude sur l'avenir du jeune. De toute façon, en effet, voilà, on retrouve là le discours fataliste. Les pratiques d'orientation sont, elles, sur des confrontations de possibles, c'est-à-dire que l'orientation est travaillée là, toujours avec confrontation de différents champs de possibles. C'est à la fois, c'est a priori, en définitive, en même temps, en place, en plus. C'est une série de choses et de préconisations qui sont mises bout à bout. Et puis les pratiques de placement, c'est les pratiques où on a le plus d'expertise et de transmission du savoir sur soi et sur l'environnement. J'ai évidemment commencé à regarder mes entretiens en situation réelle. Dans ces pratiques-là,
dans un entretien, on arrive à avoir 92% du temps de parole tenu par les conseillers qui expliquent, amènent le jeune à avoir les bons comportements dans des situations d'entretien. Voilà. Alors, la mesure de l'impact sur les pratiques du public sera recueillie à partir de... Déjà, avant cette mesure d'impact, je vais comparer ces éléments de ces premiers résultats avec la même chose, le même traitement, mais sur les 130 ou 150, si j'arrive à 150, entretiens en situation de réel, de conseil. Cette comparaison-là devrait pouvoir me montrer si, oui ou non, on garde ces 5 catégories de pratiques et si ça confirme, si les conseillers sont situés dans les mêmes catégories de pratiques. Ce que je peux constater en situation réelle, c'est qu'en fait, tous les conseillers passent d'une pratique à l'autre, mais ont une dominante. Donc, quelles sont ces dominantes aujourd'hui, après 2 ans de travail sur les pratiques? Et puis, de regarder dans un dernier temps la mesure de l'impact, c'est-à-dire les jeunes répartis par type de pratique dominante. Est-ce que dans leur discours, on voit des choses différentes? Faut dire que ce travail s'appuie sur un premier travail sur les pratiques de bilan de compétences, où ce que j'avais pu repérer, c'est que les bénéficiaires du bilan de compétences savent non seulement à quel type de pratique ils ont été confrontés, c'est-à-dire à quel type d'ouverture, de posture, de centration sur l'individu ou d'expertise, et ils n'ont pas le même discours à la fin du bilan. Certains ont un discours sur les possibles, d'autres ont un discours plutôt sur une inquiétude face à l'incertitude. Donc là, l'idée est de repérer, mais sur un plus grand nombre, parce que sur ce travail de thèse, j'avais 70 personnes sur le bilan de compétences, là avec beaucoup plus de monde, et puis sur un autre public. Est-ce que l'hypothèse, c'est est-ce que les pratiques centrées sur l'individu produisent bien autre chose que des solutions, mais développent une capacité d'action, une capacité à agir en développant un sens critique, une compréhension du monde, un sens critique et une capacité à prendre des décisions éclairées, à comparer des choses, à mesurer ce qui est possible et être moins craintif par rapport à ce monde qui est fait d'incertitudes et d'évolution sans cesse. Voilà, c'est des entretiens qui seront à 12 mois et là encore, je regarderai les marqueurs linguistiques d'évolution de discours des jeunes et puis les démarches qu'ils ont réellement mis en œuvre. Alors, je voudrais terminer juste en citant quelque chose qui se repère dans le conseil. Le conseil fait état beaucoup, enfin toutes les formations sur le conseil travaillent beaucoup autour de cette dimension politique. Les conseillers sont aujourd'hui à tenter diverses choses au niveau des pratiques, au niveau des postures. Ça renvoie toujours à la dimension politique. Les conseillers, les personnes qui accompagnent à la décision, sont toujours face à une obligation de réfléchir sur sa dimension éthique, déontologique et politique. Alors, pour illustrer ça, je pense que le propos de Jean Guichard est de cet ordre-là. La finalité ultime est-elle d'amener la personne à reconnaître comme bien fondées les règles de fonctionnement d'un système qui lui assigne une certaine place, ou au contraire s'agit-il de lui permettre de prendre une position personnelle face à cette assignation dont on l'aide à analyser les tenants et les aboutissants? Est-ce qu'on peut imaginer une démarche d'accompagnement qui consisterait plutôt à rendre la personne plus claire sur ce qu'elle dit, sur sa vision de son environnement, en lui donnant des outils, des outils issus des approches centrées sur la solution, des approches de décision, d'aide à la décision. Donc, est-ce qu'on ne peut pas lui donner des outils réutilisables? Et est-ce qu'on peut développer ce que les Canadiens appellent l'empowerment, ce que Yves Clos appelle le pouvoir d'agir? Voilà. En conclusion partielle, j'ai trouvé que Joseph Jacotot, que je ne connaissais pas, et c'était dans l'annonce de ce colloque un mot intéressant. Les explicateurs ne détiennent pas la clé du savoir que de manière usurpée. Il faut absolument s'en détourner et soi-même user de sa propre clé
pour la faire tourner avec patience et finalement accéder au savoir. Le problème qu'on rencontre avec les jeunes, c'est qu'ils n'ont pas la moindre estimation qu'ils peuvent avoir des clés et qui sont souvent une vision assez négative qui produit un sentiment d'impuissance et un certain immobilisme. Je préfère ne pas bouger parce que bouger contient des risques plus importants que si je fais rien, même si ma situation actuelle ne me convient pas. Et puis je rajouterai un mot de Hassan Massoudi qui... Enfin, c'est pas un mot de Hassan Massoudi, c'est une calligraphie que j'ai trouvée d'Hassan Massoudi, mais je sais pas de qui est le mot. Tous les mots sont à leur place et à la tienne ils te placent pour illustrer qu'en fait le conseil, c'est une pratique extrêmement technique, méthodologique et que c'est pas une procédure. Mais c'est pas pour autant que ça soit pas structuré, organisé autour d'un cadre précis. Et que tous les mots ont leur importance, et y compris les petits mots sur lesquels on ne fait pas attention et qui finalement indiquent nos réelles intentions, en tout cas les actes professionnels qu'on est en train de produire avec la personne.